à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission sur le Cercle Richelieu. Alors ça fait que 3 fois qu'on l'a refait, donc je pense que celle-ci ça devrait être la bonne. On se retrouve ici alors, sur un exercice avec lequel je suis pas très familier. C'est-à-dire que je me suis déplacé, je suis sorti de mon espèce de grotte pour aller voir Maxime. Salut Maxime. Salut. Alors tu es qui Maxime? Alors, mais qui êtes-vous? Qui suis-je? Mais qui? Alors, je suis un jeune libraire du Puy. Ça fait 3 mois que je fais ce métier, un peu plus maintenant, puisque j'ai ouvert le 2 juin. Ouais. On a ouvert avec mon épouse. Et donc voilà, on a ouvert une librairie boutique d'art qui s'appelle Arts Enracinés, et qui a pour projet de promouvoir notre héritage, notre culture, notre spiritualité, nos traditions, et puis aussi, on va dire, un regard critique sur l'actualité, disons de la réinformation, pour résumer. Un regard critique, c'est bien dit ça, un regard critique. Alors oui, vous avez compris, on est au Puy-en-Velay, hein, en pays velave. Vous savez que c'est une ville et une région qui nous sont très chères. Et tout à fait, finalement, c'est la Providence qui nous a réunis sur une manifestation contre le pass sanitaire. Parce qu'il se passe des choses, hein, vous le savez, au Puy-en-Velay. Et du coup, je me suis dit que ça serait intéressant de faire un petit coup de projecteur sur quelque chose, une entreprise qui, à mon sens, est très courageuse. C'est-à-dire ouvrir une librairie par les temps qui courent. Alors, c'est pas une librairie numérique, c'est fou. Il y a plein de trucs en papier là derrière, c'est incroyable. ça te vient d'où en fait, enfin avec ton idée? Ouais. Alors, tout simplement, un ras-le-bol de nos anciens métiers, on va dire, parce que moi j'ai été dans l'administration, mon épouse aussi, pour faire simple, j'étais dans l'éducation nationale, et disons que ça nous m'agaçait un petit peu, et mon épouse aussi, de commencer à vivre en accord avec nos principes à partir de 17 h. Après avoir passé la journée au service finalement d'un système qui ne nous convenait pas et de ne pas pouvoir faire ce qui nous semblait aller dans le bon sens dans notre métier. Donc à partir du moment où j'ai pris acte de ça, au mois de décembre dernier, on a commencé à réfléchir sur enfin, j'ai 34 ans, enfin faire un métier qui corresponde à notre personnalité, à ce qu'on veut, à notre engagement militant. Et bon, ça c'est l'idée d'abord d'être indépendant, d'avoir notre propre entreprise, c'est rapidement dégagé parce que c'était difficile justement de faire un projet qui nous corresponde si on n'était pas à notre propre compte, puis ça correspondait vraiment à notre personnalité. Ouais. Et rapidement, l'idée d'une librairie et d'une boutique d'art s'est dégagée parce que voilà, tout ce qui nous intéresse, c'est la culture, c'est la littérature, la formation, les livres, et puis bon, on s'est rapidement décidé, en fait, en quelques jours, quoi. Ah ouais, ça a été, t'as pas mis 4-5 ans. Non, ça a mis quelques jours, et puis après, bon, on est parti, on a commencé à contacter des éditeurs, chercher un local, voilà, essayer de faire parler un peu de nous, et en 5 mois, on a ouvert. Ah oui, quand même. D'accord. Comme quoi, ça va vite. Hein, quand non, mais c'est la volonté, en fait, qui soulève les montagnes, quelque part. T'as eu des obstacles particuliers, enfin vous, parce que pour l'ouverture, le principal, ça a été le local, parce qu'on a commencé à vouloir s'installer au Monastier-sur-Gazeille, qui était une petite commune de un peu moins de 2000 habitants sur le plateau. Et parce que ma famille a des attaches dans la région, quoi, parce qu'on avait trouvé un local pas très cher. Et il se trouve que pendant 2 mois après avoir signé le bail, on était trop préoccupés par contacter des éditeurs, essayer de se faire connaître, etc. Qu'on n'a pas eu le temps de s'occuper du local, et quand on a commencé à faire des travaux d'aménagement, on s'est rendu compte qu'il n'était pas aux normes, qu'on ne pouvait pas s'en servir parce qu'il y avait des flaques qui tombaient de l'eau du plafond. Enfin, il a fallu changer. Il a fallu changer, voilà. Et en fait, comme entre-temps, la plupart des gens nous ont dit, qu'on connaissait, nous ont dit, mais allez au Puy, vous aurez quand même plus de chances de réussir. On a cherché rapidement un local au Puy, et là, bon, on l'a trouvé. Donc on s'est fait un peu peur à ce moment-là, on s'est dit, bah mince. Mais bon, c'est le principal obstacle qu'on a eu, quoi. Sinon, globalement, ça a roulé, quoi. Ouais. En fait, c'est vrai que vous êtes dans un beau local et un bel endroit. Le Puy-en-Velay, si certains d'entre vous connaissent, c'est la rue Raphaël, hein, c'est une très belle rue. On est juste en bas de la rue des Tables qui donne sur la cathédrale. On est en vieille ville. On est dans le cœur historique
du Puy et de la France, hein, parce que je vous rappelle que la première croisade est partie des marches de la cathédrale, il n'y avait pas de Clermont au passage. Un des mares de Monteil, c'était l'évêque du Puy. D'accord. Et alors, le choix en fait le choix de livres, les thématiques, etc. Comment tu as articulé ça? Quel est, enfin, les éditeurs, comment ça se passe en fait? Tu te dis je vais appeler tout le monde au hasard? Pas du tout. Non, c'est vraiment au coup de cœur, en fonction des éditeurs, des auteurs qui nous plaisaient, qu'on a ciblés quoi finalement. On a pris des éditeurs catholiques qui ont des traditions, qui proposent un autre regard sur que ce soit sur l'histoire, la Révolution française par exemple, sur par exemple, ou voilà des auteurs locaux enracinés, je pense à Henri Pourrat par exemple. On a des livres jeunesse qui sont là pour leur donner aux enfants le goût de l'histoire de France et des valeurs saines. Et puis des maisons qui sont plus axées sur ça peut être le paganisme, la tradition primordiale, sur le royalisme. On a des éditions de Flore par exemple, de l'Action française. En fait, voilà, généralement on ne travaille pas avec des gros éditeurs. Ça peut arriver par exception, on va dire, parce qu'il y a tel ou tel livre qui va nous plaire. Mais en général, c'est des éditeurs qui mènent un travail courageux et intéressant. Par exemple, les éditions La Diffusion du Lore, par exemple, Daizarn, Acribeia, des auteurs comme ça. Quoi. Comment il s'appelle celui que je t'ai acheté d'ailleurs, sur Ungern. Oui, voilà, Lohengrin, oui, bien sûr. Voilà. Oui, bah, on avait reçu Jacques Terpent. Très belle couverture. Alors ça, avec les dessins de Jacques Terpent. Oui, c'est Jacques Terpent. Oui. D'accord. Et en fait, finalement, donc essayer de donner aux jeunes, aux moins jeunes, le goût de la lecture, est-ce qu'on peut dire ça? Réinformer sur des sujets historiques un peu scabreux, maltraités par la République. Par exemple. Est-ce que tu as... Alors c'est vrai que ça fait peut-être pas... La fierté d'être français aussi. Oui, accessoirement. Ça peut marcher. C'est un truc un peu en perte de vitesse depuis quelques temps. Mais est-ce que par exemple, tu as une typologie, alors je sais pas si c'est peut-être un peu court, mais... De clients? Ouais, c'est quoi? C'est des surprises, peut-être? Oui, effectivement, des fois on a des surprises, on a des gens par exemple un peu très, on va dire amateurs, un peu de médecine alternative, ce genre de choses, et des gens qui, là en l'occurrence, qui vont pas être forcément politisés, quoi, qui vont chercher des livres sur... de l'ésotérisme, l'ésotérisme aussi bien, ou de la permaculture, ou des livres comme ça qui sont écologie profonde, mais qui ne vont pas être forcément des clients de droite, entre guillemets, ou nationalistes. Mais après, on va avoir aussi des gens qui sont très engagés dans tout le mouvement d'opposition au passeport vaccinal, et qui vont pas forcément être du même bord politique à l'origine, mais qui vont avoir une certaine ouverture, parce qu'on a quand même... De fait, nos adversaires politiques nous ont fait de la publicité en nous collant une certaine... Et de fait, voilà, les gens qui sont très sectaires, à gauche ou à l'extrême gauche, vont pas venir chez nous a priori. Non. Mais alors, voilà, on va avoir des catholiques... Ou à la droite classique d'ailleurs. Oui, alors voilà, c'est possible aussi, oui. Après, effectivement, on voit plus les gens qui viennent que ceux qui ne viennent pas. Donc forcément, il y a peut-être des tas de gens qui ne viennent pas chez nous par a priori, mais qu'on ne connaît pas. Faut remercier les gens qui t'ont fait de la pub en montant un collectif, quoi. Oui, exactement. Bah oui, ça nous a donné une grande notoriété. Et alors, on ça remercie. C'est vrai que ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est à la suite de la manif de la semaine dernière, se retrouver à quelques individus surprenants. Un panel surprenant d'ailleurs, très surprenant même, de gens qui ont une bonne conscience, enfin une vraie conscience en fait de ce qui se passe. C'était une volonté, initialement, quand vous avez monté la librairie, vous vous êtes dit, faut aussi que ce soit un lieu de rassemblement. Tout à fait, effectivement, oui. Il y a l'idée de créer un lieu où les gens parlent et où ils ont l'impression, enfin où ils ont c'est pas une impression, justement, où ils se rendent compte qu'ils sont pas tout seuls, qu'ils peuvent s'organiser de façon plus sympathique autour d'un café ou d'une bière, et d'avoir de se rendre compte que le militantisme dissident n'existe pas qu'à travers internet, sur son ordinateur, mais qu'il y a des lieux y compris dans des villes moyennes comme Le Puy, quoi. C'est ça. Moi, ce que j'ai apprécié,
c'est quand tu as démarré la réunion avec ton ordinateur en axant ça sur le côté pratique. Et ça, j'ai trouvé ça génial, parce qu'effectivement, c'est ce qui manque. Les bonnes adresses, les bonnes démarches, enfin, on va pas rentrer dans trop de détails, mais voilà, ça c'était effectif, et j'ai vraiment apprécié ça. Peut-être que, alors, parce que par la suite, on essaiera de vous proposer, je pense, une fois par mois, une note de lecture. Oui. Hein. Bon là, on vous fait ça un peu au débeauté, si vous voyez l'installation, je pense que vous allez vous moquer de moi, mais hein, on fait le taf quand même. Tu avais un livre à nous parler? Oui, alors, un livre auquel j'ai pensé, oui. Qui, je trouve, manque un peu de notoriété dans nos milieux en général, alors que pour moi il est très important. Montre-le bien. Imperium, de Francis Parker Yockey, qui est un livre qui date de 1948-49. D'accord. Donc Yockey, c'est un auteur américain, très anti-américain justement. Il a eu une vie passionnante. Il est né en 1917. Il a fait partie des mouvements America First, des Silver Shirts, enfin les mouvements, on va dire, de droite nationaliste américaine au début de la guerre, qui étaient contre l'entrée en guerre des Américains. Ensuite, à la fin de la guerre, il a participé, je crois comme avocat, il me semble, en tout cas, ou comme juriste, au procès, pas au procès de Nuremberg, mais en gros au procès des seconds couteaux, on va dire, de l'Allemagne hitlérienne. Il a été envoyé par les Américains là-bas, et en fait, ayant vu les désastres de la victoire des Alliés, il a fait tout ce qu'il pouvait justement pour essayer de faire disculper au maximum. Ouais, d'accord. Et quand l'FBI a commencé à se méfier, et la CIA a commencé à enquêter sur lui, il a disparu. Ensuite, il a eu une vie d'aventurier. Il a travaillé pour le colonel Nasser, qui va utiliser les compétences de beaucoup d'anciens vaincus qui étaient persécutés dans leur pays. Comme on disait avant de commencer la vidéo, Otto Skorzeny, voilà. etc. Comme le général Perón en Argentine aussi, effectivement. Et donc il va travailler un temps pour Nasser, qui était un des principaux adversaires d'Israël dans la première, enfin, à l'époque où il était au pouvoir. Et il va aussi faire beaucoup essayer de mettre en réseau en fait les militants, les nationalistes d'Europe et d'Amérique du Nord, d'une grande partie du monde. Donc il va rencontrer les dirigeants du MSI en Italie, Swan Mosley en Angleterre. Alors il y a un moment donné, il va être abordé par McCarthy en Amérique, le sénateur là, qui a lancé toute une campagne anticommuniste, mais comme enfin on le verra dans l'étude du livre, mais il a un parti pris très anti-américain. Il considère que c'est le plus grand danger à ce moment-là. Il va très vite s'éloigner de ces milieux-là parce qu'il n'aura pas du tout envie de soutenir par anticommunisme l'empire américain. Il n'est pas dans la convergence. Il n'est pas du tout. En fait, concrètement, il pense que l'Union soviétique est moins dangereuse pour les pays occidentaux dans la mesure où si par exemple les chars russes déboulaient sur les pays d'Europe, ça entraînerait une réaction un peu plus brutale que Disneyland et Coca-Cola. Voilà. Mais est-ce qu'ils considèrent à ce moment-là peut-être que finalement le communisme c'est l'émanation d'un problème plus large? Ah oui, complètement. Ça, en fait, concrètement, il pense, je le dirai un peu après parce que je finis sur sa biographie, voilà. En fait, en 1960, donc il est en cavale jusqu'en 1960. Donc là, il est dans la clandestinité. Voilà, il est dans la clandestinité jusque-là, et là, il se fait prendre dans une gare, et là, donc, il est arrêté, il est mis sous écrou, et l'idée probablement c'était de lui faire subir le même sort qu'à Ezra Pound, c'est-à-dire de le mettre dans un asile, complètement lobotomisé, voilà. Et donc il est suicidé officiellement, peut-être assassiné, enfin en tout cas officiellement suicidé pour échapper à ce sort-là. Et donc dans ce livre, il développe une philosophie de l'histoire où il s'inspire beaucoup de la théorie d'Oswald Spengler dans le déclin de l'Occident, qui considèrent les grandes cultures de l'histoire comme des organismes suprahumains qui ont un développement, une naissance, une vie, un déclin et une mort. Et en fait, ils pensent que la culture européenne
qui est né sur les ruines de l'Empire romain avec les invasions barbares et la conversion au christianisme, a eu donc une phase de naissance qui est la constitution de la féodalité, ensuite une phase on va dire plus spirituelle avec une certaine unification autour du latin, de la féodalité, au Moyen-Âge, et puis ensuite une période très rationaliste et matérialiste où finalement ça commence à décliner. Voilà, ça commence à décliner, il y a l'inversion de la trifonctionnalité du Mésil, là où les financiers commencent à prendre le pas sur les guerriers, sur les... De toute façon, à partir du moment où la féodalité commence à se casser la gueule, déjà il y a un problème. Exactement. Et profitant de ça, disons une communauté d'origine levantine va prendre de plus en plus de pouvoir et se voit être comme un poisson dans l'eau dans cette époque matérialiste. Et là on va voir des philosophies qui vont, comme le marxisme ou le freudisme, qui vont arriver à ce moment-là. Bizarre. Oui. Et alors du coup, Imperium, si je me permets de t'interrompre, donc pourquoi Imperium? Parce qu'en fait, il pense que justement l'époque où il écrit, et jusqu'à la fin du siècle et encore aujourd'hui, c'est l'époque où l'Europe doit se réveiller politiquement et créer une grande puissance qui est surtout politique, et qui doit reprendre en fait son magistère dans le monde, et au moins et déjà chez elle, et se libérer on va dire des forces prédatrices qui se sont imposées dans l'Occident, donc en Europe et en Amérique du Nord, et qui ont renforcé leur pouvoir après la guerre. Et là on parlait effectivement du communisme qui est un aspect d'un problème plus large, effectivement, pour lui. Lui considère que c'est l'arrivée au pouvoir, comme il y a eu l'arrivée au pouvoir d'éléments étrangers aux États-Unis, il y a la même chose en Russie, où finalement l'aspect européen de la Russie qui existait à travers la cour du tsar est battu par en fait une conjonction d'intérêts, on va dire sémitiques, et en même temps aussi de Mongols venus des steppes qui cherchent à prendre un peu leur revanche sur la civilisation européenne. Oui, c'est une congruence de pas mal de revanchards, entre guillemets, de gens qui cherchent à se garder le pouvoir. Tout à fait. D'accord. Oui, intéressant. Donc il est temps que l'Europe se réveille. Voilà, on a un peu du mal à pas être d'accord avec. D'ailleurs, ça me fait penser à un autre livre de Jean Lombard, qui traite à peu près du même sujet. Et du coup, Imperium, tu le conseilles à quel type de lecteur en fait? Est-ce que c'est accessible déjà? Il est relativement accessible parce que d'abord c'est très éclectique, il parle énormément en citant beaucoup d'exemples on va dire dans l'histoire de l'Europe, que ce soit au niveau culturel, au niveau politique. Et alors il faut savoir qu'il a écrit ce livre sans la moindre note. Il était dans une auberge en Irlande et il a écrit ce livre de 800 pages sans la moindre note. Ah bon? Oh, il est arrivé les mains dans les poches, il a écrit ça. C'était vraiment... c'était une tête. Mais effectivement c'est très lisible, c'est pas du tout... autant il y a des auteurs qui comme Evola par exemple, qui peuvent être assez compliqués d'accès pour des gens qui n'ont pas l'habitude de ce type de littérature. Autant là, il faut avoir un minimum de culture politique, mais vraiment un minimum, quoi. C'est pas. Est-ce qu'on pourrait introduire quelqu'un un peu à nos idées au sens très large? Pourquoi pas? Oui. Ça peut je pense, effectivement. Moi, je l'ai lu il y a un certain temps et ça a eu un rôle important dans ma formation. Parfait. Merci pour cette présentation de ce premier livre. Alors, par la suite, on essaiera de vous faire des présentations peut-être un petit peu plus longues, mais déjà, je trouvais ça intéressant qu'on puisse en discuter comme ça, tranquillement, autour d'un café, parce que nous on l'a bu déjà. Tu as un site internet, vous vendez sur internet aussi? Effectivement, on a la boutique physique, pour ceux qui peuvent se rendre ici c'est mieux, mais effectivement on a un site de vente en ligne, donc ARTS, le tiré du milieu, enraciné, au pluriel, sans accent. On vous mettra le lien dans la description. Et en fait, donc il y a un certain nombre d'articles, donc on peut les commander sur le site, soit retrait en magasin ou livraison à domicile. Mais il y a aussi des articles qu'on n'a pas encore eu le temps de mettre en ligne et des articles qu'on peut commander. Donc ça veut dire que si y a des auteurs qui vous intéressent ou des éditeurs, par exemple tous les livres de contre-culture, on ne les a pas sur le site. Parce que ça a été décidé comme ça avec l'éditeur. Oh, c'est même pas ça, c'est que ça a été décidé comme ça avec l'éditeur, il faut y avoir le monopole des sites. Par contre, on a notre adresse mail que tu donneras, et là on peut nous contacter directement pour nous commander des livres. Très bien.
Eh bien, merci de nous avoir suivis. Merci Maxime pour ta présentation d'Imperium. On reviendra vous voir très régulièrement. Je vous demanderai, comme d'habitude, de partager, de commenter, etc. Et d'aller visiter le site des arts enracinés de Maxime et de son épouse. Il faut soutenir ce genre d'initiative, c'est très important, même si vous n'habitez pas forcément dans le coin. Et puis ça peut être aussi peut-être l'occasion de venir se rencontrer si vous êtes dans la région. Moi je viens, maintenant que je les ai rencontrés, je passe ma vie ici. Donc je viens souvent les voir, donc ça peut être un point de rassemblement tout à fait intéressant. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis vive le roi, vive la France et soyez royalistes.